Et nous accueillons autour de ce plateau François Bousquet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous à êtes vous. essayiste, rédacteur en chef de la revue Éléments et votre prochain numéro mardi prochain vers de nouvelles insurrections. Aujourd'hui, la désobéissance vers de nouvelles insurrections. Mathieu, je vous laisse la main tout de suite avec votre invité. Mais avant cette question, pourquoi inviter François Bousquet ce soir ? Alors, on assiste aujourd'hui un peu partout en Europe à une émergence des droites, et je dirais de cette part de la droite qui n'est pas simplement une gauche au ralenti ou une gauche pâle. Donc, de cette droite qui a son propre contenu, sa propre substance, qu'on l'apprécie ou non est secondaire. Et le problème, c'est que trop souvent, le récit médiatique se penche sur cette droite simplement pour la maudire et lui jeter un sort. Or, François Bousquet est un observateur de ces droites, à la fois sur le plan intellectuel et politique, et je me disais qu'il n'était pas inintéressant d'avoir un regard qui ne soit pas simplement, justement, sur le mode du jeteur de sorts. François Bousquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, question première, tout simplement, on a vu ce qui s'est passé en Suède, on voit ce qui se passera probablement demain en Italie, on reviendra ensuite sur la France. Si je vous posais la question, que se passe-t-il tout simplement en Europe? Quel est le sens de cette poussée des droites, et est-ce le bon terme pour en parler? Oui, on peut le dire, exception faite du cas français, mais on en reparlera. Il y a un alignement des planètes conservatrices, populistes, sur un axe droite, un peu partout en Europe. Il y avait la Pologne, la Hongrie, le Danemark, la Suède, et désormais peut-être l'Italie, certainement l'Italie. Les cas italiens et les cas suédois sont passionnants, parce qu'ils interrogent également l'effondrement en vis-à-vis de la social-démocratie, la démocratie chrétienne en Italie, il y a 20 à 30 ans déjà. L'Italie est un pays pionnier, et la Suède, la social-démocratie, a gouverné ce pays-là quasiment pendant un siècle. Que se passe-t-il avec cette droitisation? Comment l'interpréter sans se tromper? Il y a un multiple commun dans tous ces pays-là, en tout cas dans l'Europe de l'Ouest, c'est la question migratoire, c'est l'interdit migratoire. Le cas suédois est fascinant puisque c'est un laboratoire à ciel ouvert, un condensé et un précipité d'un changement démographique et d'un changement de peuple, puisqu'il y a à peu près 2%, on considère qu'il y a 2% d'immigrés extra-européens en Suède en 1980, il y en a 20% aujourd'hui. En réalité, on passe de 0 à 20%, c'est le score des démocrates de Suède, donc des populistes en Suède. Donc avec la violence qui accompagne les phénomènes migratoires, avec le phénomène du banditisme, de la délinquance, des incivilités. La Suède, le modèle suédois, l'exception suédoise, qui était fascinante, parce qu'il y avait vraiment un modèle suédois, c'est un petit pays, mais il y avait un modèle suédois, cette social-démocratie avec un État-providence qui redistribuait, qui avait égalisé les conditions de vie, qui avait normalisé la population. En réalité, l'exception suédoise, c'est l'absence d'exception, je trouve, à beaucoup d'égards. Et elle a heurté la question migratoire, la question du changement de peuple. Alors, s'ajoute à cela un élément, c'est que ces mouvements dits populistes ou identitaires, enfin, la question de l'étiquetage n'est pas nulle, mais on sait de quoi on parle en ce moment. Ces mouvements émergeaient depuis longtemps, mais existait une telle chose qu'un cordon sanitaire un peu partout. Or, ce qui tombe en ce moment, sans s'effondrer complètement peut-être, mais ce qui semble tomber, c'est le cordon sanitaire. Exact. Il a tombé il y a plus longtemps en Italie, là il semble tomber en Suède, en France ça reste à voir. Comment expliquer, encore une fois, que le cordon sanitaire, autrefois très fortement tendu, semble aujourd'hui de moins en moins efficace? Là, il est en train, en tout cas en Suède, il a sauté. En Suède, c'est fascinant, puisque là, pour le coup, le cordon, c'était un barbelé. Ça dépassait le cadre du cordon sanitaire et de la pathologie qui est associée médicale presque à cette notion. Peut-être qu'il y a un retournement du stigmate. Il y a des processus en sociologie classique d'identification négative. Les gens finissent par assumer ce statut de pestiférés, qui n'ont pas le droit à un statut légitime dans les médias, qui sont des fantômes sociaux, qui sont invisibilisés. J'ai tendance, moi, à dire qu'on est confronté avec le gauchisme culturel, qui en effet a verrouillé, sanctuarisé, bunkérisé cette question migratoire. Il est interdit d'en parler. Si vous en parlez, le point Godwin est immédiatement convoqué. On a été invisibilisé. Et quand on n'est pas invisibilisé, on est diabolisé ou infériorisé, puisque c'est souvent la question ouvrière. Il y a beaucoup d'ouvriers en Suède. En Suède, ce qui est aussi fascinant dans le cas suédois, c'est qu'on retrouve la même sociologie de Goodhart. Stockholm a voté encore plus à gauche qu'il ne votait à gauche. David Goodhart qui disait qu'elle est anywhere, elle est somewhere. Voilà, on retrouve la même sociologie en Angleterre, en France, aux États-Unis, entre la France, les pays métropolitains, donc les grandes villes, qui votent insoumis. En même temps, il y a des frontières ethniques, culturelles, entre les insoumis français et les musulmans, par exemple, que les insoumis draguent, fascinante. Moi, je ne suis pas parisien, mais quand je suis à Paris, je vois les terrasses de café, elles sont sociologiquement homogènes, ethniquement homogènes, culturellement homogènes. En gros, il n'y a que des blancs. Je suis en terrasse, je suis terrassé. Pour autant, je vote néanmoins pour un candidat qui est le commandeur des croyants. Je parle en l'occurrence de Jean-Luc Mélenchon, mais je vois de mon sujet. Je crois que le tabou est en train d'être levé. Le vrai cœur du politique, c'est le tabou.
Moi, je crois que c'est là. La production de la parole autorisée, c'est ça. Le politique, c'est ça. La personne qui dit là est le licite, là est l'illicite, là est le totem, là est le tabou, contrôle les esprits. Et si vous contrôlez les esprits, vous contrôlez la politique. Or, ce levier est en train de sauter progressivement parce qu'on se heurte au principe de réalité. J'ai l'habitude de dire que le gauchisme culturel, c'est les 3 D. Déni, délit, délire. Déni, pourquoi ? Le réel n'existe pas. L'immigration n'est pas un problème. Il n'y a pas d'immigration en France ou en Suède. C'est ce qui s'est passé en Suède. Délit. Donc le réel est substituable, déni. Délit, le réel est judiciarisable, puisque vous tombez sous la coupe de l'accusation de racisme, qui est la chose qui vous tue aujourd'hui. Et ensuite, le délire. Le délire, c'est le wokisme, c'est l'idée que l'Europe, vous l'évoquiez tout à l'heure, que l'Europe est plus que l'Europe. L'Europe n'est plus un territoire, l'Europe, puisque l'Europe a vocation à s'universaliser. Donc c'est contre cela que les peuples sont en train de se lever progressivement, en tout cas à l'Ouest, parce qu'à l'Ouest, c'est un conservatisme plus classique, qui n'est pas, ou en Espagne aussi du reste. L'Espagne, le Vox, oui, mais l'immigration s'est asséchée en Espagne en 2008 avec la crise. Donc le problème migratoire est beaucoup moins fort en Espagne qu'il ne l'est en France. Et pourtant, vous inscrivez ce qui se passe en Espagne pour vous est dans le même mouvement qui traverse l'Europe occidentale. Je crois, parce qu'on est confronté, le cas italien, là pour le coup, est intéressant, parce que c'est une union des droites, c'est l'opération Zemmour. L'opération Zemmour qui a échoué en France, va réussir de l'autre côté des Alpes. Donc on reprend le mot de Pascal, vérité en deçà des Alpes, erreur au-delà. Donc cette ligne-là a fonctionné. Et il me semble que, peut-être que ça vous plaira, que le courant conservateur, qui est assez absent du terrain politique en France, mais pas en Italie, de fait. Mélanie se revendique, on a beau dire que c'est une post-fasciste, elle se revendique fondamentalement d'un corpus conservateur. Eh bien, c'est un peu l'interface entre une droite, en Italie on parle de centre-droit pour Berlusconi, Forza Italia, et des populistes beaucoup plus assumés comme la Ligue du Nord. Donc il y a un espace aujourd'hui qui est en train de se libérer au Danemark, en Autriche, en Suède, peut-être demain en Italie, pour une alliance des droites qui s'articulerait autour des conservateurs. Italie, Suède, Espagne, le pays manquant dans tout cela, c'est la France. Et l'Allemagne. Et l'Allemagne, en effet, mais qui a une histoire très particulière en la matière. En France, cela dit, la question de l'union des droites a été posée. Certains vous diront elle n'advient pas parce que le système électoral ne favorise pas la coopération des partis marqués à droite. Autrement dit, le système électoral ne pousse pas à la coopération. Est-ce que c'est la principale explication pour laquelle cette union des droites ou la poussée de la droite ne fonctionne pas en France, ou est-ce qu'il y a autre chose ? Moi, je pense que ça dépasse le cadre procédural du vote ou instrumental du vote. Donc, d'une opposition, évidemment, il y a 2 candidats à la fin du fin, c'est comme sur un ring. Et ça écarte les autres, c'est la droite et la gauche. Je crois que le problème est plus profond en France. Chaque pays a sa tradition populiste. Il me semble, sans la caricaturer, qu'il y a un populisme autrichien qui est en Lodène tyrolien, qu'il y a un populisme italien en jupon désormais avec Meloni, ou Tifosi, puisque c'est un supporter du Milan AC revendiqué, assumé, de Salvini. Il y a un populisme en soutane en Espagne, de fait. En France, pas du tout. En Pologne, il y a un populisme en soutane. Il y a un populisme d'entrepreneurs de spectacle, c'est Trump, c'est l'Amérique, même s'il est jacksonien, etc. Mais néanmoins, il y a Barnum, il y a un précédent. Et en France, il y a un populisme plutôt bonapartiste, plutôt autoritaire, moi je crois, qui s'inscrit dans l'histoire de France en profondeur, qui remonte au Second Empire. Je pense que Napoléon III fournit un modèle du chef populiste, sinon même du chef illibéral. Donc je crois qu'en France, le problème est plus profond. La question sociale est venue se greffer sur la question identitaire. Il se trouve qu'une candidate a été plébiscitée sur cette question sociale et l'autre, en l'occurrence Éric Zemmour, a été écartée. Moi je crois principalement autour de cela. Donc il me semble qu'il y a des nuances entre la France et ses voisins européens. Arthur de Vatrigan. Alors vous parliez de gauchisme culturel tout à l'heure en expliquant que le gauchisme culturel imposait son magistère moral, et tant que ce gauchisme culturel existerait, ce serait très compliqué de changer la politique. Mais aujourd'hui, la gauche prétend que les conservateurs ont gagné le combat culturel, ont gagné le combat des idées. Qu'est-ce que vous en pensez, vrai ou faux ? Oui et non. J'aimerais que la chose soit vraie, mais il y a une rente de monopole du gauchisme culturel sur l'institution en général, c'est-à-dire la magistrature, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire les médias centraux, à l'exception faite de Bolloré. Dans les gros médias centraux, c'est plutôt ce gauchisme culturel qui a la main. Donc on assiste, mais c'est des processus au très long cours, à un basculement idéologique de la gauche vers la droite, mais ces basculements idéologiques s'opèrent souvent sur des durées qui occupent un siècle. Entre la mort du roi, ça nous ramène 250 ans en arrière, et l'effondrement du statut du père, c'est les années 1970, il y a 2 siècles qui s'écoulent. Donc c'est des processus au long cours,
De fait, le mouvement du monde qui oscillait, c'était la thèse de Thibaudet, mais de quantité d'autres, qui est un grand politologue, un magnifique critique littéraire, professeur à Sciences Po, c'était que le monde bascule depuis 89, avance vers la gauche. Hein. Le sinistrisme. Voilà, le sinistrisme. Alors, le mot n'est pas très beau, n'est pas très gracieux. Peut-être qu'on assiste à un renversement et à un changement de pôle. Il se produit de loin en loin en astronomie, un renversement des pôles. Hein. Peut-être qu'on assiste à un renversement des pôles politiques, hein, avec une primauté désormais pour la droite, hein, mais ça ne se traduit pas encore dans les actes. En tout cas, en France, c'est manifeste. L'appareil, tout est verrouillé. Vraiment, cette rente de monopole semble indestructible. Elle le sera, mais elle le sera certainement par le vote. Hein. Mais alors, retour vers la France, justement. Vous avez dit, avec la tradition populiste existe en France, vous l'associez à Napoléon III, donc elle était inscrite dans l'histoire longue. On peut dire que certains l'associeraient probablement au RPR en d'autres temps. Ensuite, certains l'associeront, je devine, au Front National, au RN ensuite. Ouais. Donc, elle s'est dispersée en plusieurs partis, en plusieurs courants. Mais il n'en demeure pas moins que ce courant populiste, s'il est présent désormais à l'Assemblée, a été vaincu à plusieurs reprises. Et ailleurs, s'il ne triomphe pas, il peut l'emporter. Ici, il perd à répétition. Donc, comment expliquer l'échec, donc vous avez évoqué la question du pouvoir culturel, mais comment expliquer cet échec reconduit, encore une fois, en 2022 Parce qu'il y a deux possibilités pour le populisme. J'évoquais Napoléon III, c'est un populisme réussi. Alors, le mot n'existait pas à l'époque. On parlait de césarisme pour qualifier... mais il n'empêche, c'était un empire référendaire. Il y a quantité de référendums. Le dernier référendum de Napoléon III en 1870, juste avant Sedan, c'est sur le rattachement du comté de Nice. Hein. Il est plébiscité à 90%, je crois. Donc vraiment, il y a un appel au peuple. Ça, c'est une caractéristique du populisme. Ça, c'est un populisme qui marche. Hein. Mais à côté, il y a un populisme qui est un comportement d'échec. Hein. Parce que juste après Napoléon III, il y a le général Boulanger, le brave général Boulanger, qui était ministre de la Défense, ministre de la Guerre, et qui va se suicider sur la tombe de sa compagne à Bruxelles. Hein, et Clémenceau, qui était son mentor, qu'il avait abandonné, dira ce mot fameux, je le redis parce qu'il est tellement génial, hein, il est mort comme il a vécu, il est en sous-lieutenant. Donc il y a deux tentations dans cette famille populiste, et on le voit aussi au XXe siècle, hein, puisque De Gaulle, on a beaucoup reproché à De Gaulle d'être un chef populiste aussi, en tout cas autoritaire, en tout cas césarien. Mais le gaullisme a fonctionné. De fait, le Front National et l'histoire de Jean-Marie Le Pen, c'est un comportement d'échec. Hein. On ne peut pas le nier. C'est le type qui passe 5 fois son permis, qui tous les coups rate le permis. Il va le repasser une 6e fois pour le rater. Mais il y a eu un changement, peut-être pas à la présidentielle. En tout cas, Marine fait 13 millions de voix, c'est quand même considérable. Mais elle est quand même très loin de Macron, qui en fait 19. Hein. Si vous divisez par 2, ça fait 3 millions d'écart de voix. C'est considérable à rattraper. Mais il y a le précédent des législatives, hein, qui a certainement changé la donne. Hein. Pour la première fois, c'est un vote très curieux en France, législative. C'est-à-dire qu'avec... une sous-représentation, vous pouvez avoir une surdomination dans la Chambre. Il y a 89 députés. Je crois qu'elle est servie par l'histoire, par l'emballement de l'histoire, par la pression démographique, la pression migratoire qui est de plus en plus forte, hein, la crise qui vient. Chacun la scrute, les uns avec inquiétude, les autres avec espérance. Du côté du RN, c'est avec l'espérance qu'on la scrute. Néanmoins, cette crise, hein, parce qu'elle ouvre des perspectives de pouvoir. Je ne crois pas. Je pense que ce plafond de verre, moi j'ai beaucoup écrit sur ce plafond de verre, dans Éléments, pour dire qu'il y avait un plafond de verre. Il semblerait c'est un plafond de papier. Mais vous parlez de chaque pays a sa propre tradition populiste, populisme en soutane pour les uns, populisme à l'Auden pour les autres. Quel est le propre du populisme français alors? Alors, moi, je pense qu'il est bonapartiste. Hein. On associe le bonapartisme... Et ça, c'est un mélange d'identitaire et de social, quoi? Oui, c'est fascinant de voir la manière dont le boulangisme... Alors, on fait l'histoire des idées, mais c'est des précédents pour nous assez importants. Le boulangisme, c'est la fin du XIXe siècle, hein, va recycler toutes les grandes thématiques ouvrières que la gauche n'a pas supportées. Celle de la Commune de Paris. C'est un classique du RN. Hein. Il y a un livre génial que je recommande aux téléspectateurs. Hein. C'est la gauche réactionnaire, de Marc Crapez. Livre remarquable sur l'histoire des idées politiques en France, hein, pour montrer le va-et-vient des idées de l'extrême gauche vers l'extrême droite. Je reprends les catégories, entre guillemets, là, pour les termes extrême gauche et extrême droite. Hein. Je crois, moi, qu'il y a une tradition ouvrière, sociale, assez peu conservatrice. Il y a un échec de la grève conservatrice en France à la fin du XIXe siècle. Hein. On a de magnifiques auteurs conservateurs, Constant, Tocqueville, Chateaubriand. Jean-Frédéric Poisson essaye de les réhabiliter avec Paul-Marie Couteau à travers leur revue, Le Nouveau Conservateur, mais ça ne prend pas. L'Action française ne s'est jamais définie comme un courant conservateur. En revanche, il lui est arrivé de se définir comme un courant proudhonien, socialisant, un petit peu comme le RN aujourd'hui. Donc cette fibre ouvrière, mais on la retrouve dans le gaullisme social. Hein. On la retrouve en tout cas dans la deuxième histoire du Rassemblement national, hein, ou du FN, quand Marine Le Pen prend le pouvoir. Hein. Donc moi je le définirais, oui, comme une forme de sans-culottisme, d'appel à la nation. Le sans-culottisme est assez fort. Je ne sais plus qui a dit l'Angleterre a toujours été sauvée par son élite, hein, et la France par son peuple. Hein.
c'est peut-être Bernanos ou Péguy, ça leur ressemblerait beaucoup, je crois. Donc cette dimension, cette fibre ouvrière, populaire, est un invariant, je pense, du caractère français, allié avec l'aristocratie. Moi, je trouve que les anards de droite incarnent magnifiquement c'est la main droite de l'aristocratie, la main gauche du peuple, entre Audiard et Henri de Monterland, par exemple. Je crois que le caractère français est à chercher de ce côté-là. Arthur de Vatrigan. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en France, quand on regarde l'étranger, les commentateurs, les politiques parlent beaucoup de l'union des droites. Or, politiquement, en 2022, les deux candidats qui sont arrivés au deuxième tour refusent ce clivage-là. Et si on regarde même, ceux qui l'ont accepté, en tout cas du côté de la droite, LR plus Zemmour, à eux deux, font à peine plus de 10. Ouais. Est-ce que ce clivage est-ce qu'il est encore pertinent, sachant que c'est comme ça qu'on le caractérise pour la Suède, pour la Hongrie, pour l'Italie? Est-ce qu'il existe en France, ou c'est un clivage complètement dépassé? Alors, il y a une exception française, sur laquelle Alain Benoît, qui est l'éditorialiste de la revue Éléments, a consacré un bouquin. Il appelait ça le moment populiste, pour dire que le vieux clivage droite-gauche, qui est un clivage horizontal, qui balayait donc l'espace de la droite vers la gauche et inversement, a été se substituer à ce clivage-là, un clivage vertical, avec les élites et le peuple. On le retrouve un peu partout, ce clivage. Mais de fait, il y a une amnésie qui est très étrange en France, je trouve, sur ce qu'est la droite et ce qu'est la gauche. Moi, je suis une anomalie dans ce journal Éléments. Je maintiens qu'il y a même, je crois, une essence de gauche et une essence de droite. Je ne vois pas pourquoi elles mourraient. La droite et la gauche sont universalisées au XXe siècle de façon foudroyante et fascinante. Ça veut dire que ça touche des ressorts très profonds chez l'individu. Mais de fait, il y a un oubli, en tout cas dans les catégories populaires, de la permanence de ce clivage. Les gens se définissent autrement aujourd'hui. Le citadin par rapport au rural, le périurbain par rapport au métropolitain. Donc il y a d'autres clivages qui viennent se greffer, mais je ne pense pas que ça les annule. Les législatives sont quand même assez intéressantes. Il y a eu un report de voix des LR, il y a eu très peu de triangulaires, donc ça a aidé ceci et dans cela. Mais il y a eu un report de voix des LR et des électeurs conservateurs ou de la droite dite gouvernementale vers le candidat RN pour faire barrage au délire woke de la NUPES et des Insoumis. Donc on a une élection où il y a deux candidats, il y en a un qui dit qu'il est de droite et de gauche, Macron, et une candidate qui dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche, mais elle est française, patriote. Et un mois après, on a des législatives où le clivage, le marqueur droite-gauche, revient dans le circuit. Il nous reste 1 minute 30. Vous avez évoqué un texte de Marc Rappel, j'en citerai un autre, précis d'une droite dominée, qui est le texte qui est à la fin du livre Naissance de la gauche. Et Marc Rappel dit, globalement, la droite est une forme de déficit structurel dans le débat public, parce que la gauche fixe les critères, fixe les catégories, et ensuite la droite, c'est finalement ceux dont la gauche ne veut pas. Lorsque la droite veut s'affirmer positivement, quel est son noyau? Quadrature du cercle, il y a une pluralité des droites, donc il est assez difficile de les définir. Je crois qu'on peut néanmoins dire qu'il y a quelques invariants qu'on retrouve à travers les droites bonapartistes et légitimistes. J'écarte les droites plutôt libérales. Quels sont ces invariants? Eh bien, il y a l'idée que l'homme naît débiteur. C'est caractéristique de la pensée de droite, de l'éthos de droite, aristocratique même. Nous naissons débiteurs. Comme disait Marcel Mauss, magnifique sociologue, l'homme n'est jamais quitte. On ne naît pas quitte. On est avec des devoirs. Donc le devoir est plutôt de droite. Le droit, une politique des droits, on évoquait les droits de l'homme, vous évoquiez les droits de l'homme, c'est plutôt de gauche. J'adore ce mot d'André Frossard, qui est un billettiste. Pour moi, c'est une des plus belles définitions qui n'ait jamais été donnée de la droite et de la gauche. Billettiste du Figaro, juif converti au catholicisme, confident de Paul VI. À l'époque où dans le Figaro, il y avait des petits billets. Et il disait, le drame et le malheur de la droite, c'est que le malheur de la gauche, c'est qu'elle ne croit pas au péché originel. Autrement dit, elle n'est pas assez pessimiste. Et le malheur de la droite, c'est qu'elle ne croit pas à la rédemption. Autrement dit, elle est trop pessimiste et pas assez optimiste. Donc je trouve que c'est une définition assez juste de la droite et de la gauche et qui en montre la permanence. Ouais, sur ce mot d'André Frossard. Voilà, merci à tous les trois pour cet échange passionnant. Merci beaucoup François Bousquet. Merci à vous. Invitation. Merci Arthur de Vatrigan. Merci Mathieu Bock-Côté. On vous retrouve demain matin à 10h pour le grand rendez-vous aux côtés de Sonia Mabrouk. Avec Nicolas Barré et Bernard-Henri Lévy qui sera notre invité. Merci. L'actualité continue sur CNews dans un instant. Elliott Deval pour Soir Info Week-end. Restez avec nous. Excellente soirée sur notre antenne.